Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un couple qui a tout pour être heureux. Des gens très riches qui pouvaient s'offrir des chalets, des belles voitures et des bateaux de luxe. Et soudain, un terrible accident et un appel paniqué. Un mariage apparemment idyllique qui se termine en tragédie. Mais les enquêteurs ont des doutes. Je me suis dit, il y a quelque chose de louche. Et on découvre un sinistre personnage. Il voulait toujours plus d'argent. Ce qui les rendait terrifiants, c'est qu'ils voulaient tout contrôler. Un mariage parfait qui va prendre le pire des virages. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Il est minuit passé au poste de police de Reno. Nous sommes le 1er juin 1998. La police reçoit un coup de fil d'un homme paniqué. Il est sur un versant de montagne, mais on ne sait pas où. Les reliefs du Nevada sont sublimes. Mais sur ces routes de montagne sinueuses, la moindre embardée peut vous être fatale. Et apparemment, cette portion de route, tristement célèbre, vient de faire une nouvelle victime. La standardiste sait qu'il appelle d'un téléphone mobile, mais elle ne sait pas où exactement. Elle essaie de le localiser précisément. Il ne cesse de hurler le nom de sa femme. Ça ne peut être qu'à un seul endroit, la station de ski du Mont Rose, à 40 km au sud-ouest de Reno. On nous a dit qu'en redescendant de la station de ski, sa voiture avait franchi la barrière de sécurité. Ça nous a pris environ 20 minutes pour sortir de Reno et atteindre le Mont Rose. Pendant que les policiers sillonnent les routes de montagne à sa recherche, la standardiste tente de le localiser plus précisément. On tournait en rond pendant que la standardiste essayait de lui soutirer des informations au téléphone. En allant vers le sommet, on a demandé à la standardiste s'il entendait les sirènes, parce qu'il était introuvable. What I want you to do is I want you to listen for the sirens. And we're going to have a bunch of lights. And I need you to tell me when they get close to you so we can find you. Tout en haut, je suis arrivé près d'une zone où on a une vue sur toute la vallée. Et l'officier McClellan était déjà là. J'ai vu qu'il manquait un gros morceau de la barrière de sécurité. Et à la radio, j'ai dit que je pensais avoir trouvé l'endroit. They're looking at you from the road and they're going to look for you from the sky. Au bord de la route, j'ai entendu quelqu'un crier « Je suis là !» Et je suis descendu le chercher.
Environ 25 mètres plus bas, je l'ai trouvé. Il était allongé sur le côté et il était encore au téléphone avec la standardiste quand je suis arrivé à son niveau. Quelques minutes plus tard, l'officier Schilling arrive. Un détail étonnant, c'est la casquette qui se trouvait sur le bas-côté de la route. Elle portait le nom d'un village voisin, Incline. Sur le coup, je n'y ai pas prêté attention, mais c'est la première chose que j'ai vue en arrivant. L'officier McClellan m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un et qu'il y avait une deuxième personne dans la voiture, à une centaine de mètres plus bas. Et j'ai commencé à descendre la pente. Vu la gravité de l'accident, on a tout de suite envoyé notre hélicoptère de secours. Des ambulances étaient également sur la route. En attendant les secours, ils essaient d'évaluer la gravité des blessures de Peter. Il a dit qu'il était blessé au dos et aux jambes, et qu'il ne pouvait plus bouger ses jambes. Je n'ai vu aucun saignement, ni sur le visage, ni sur les bras, ni sur les jambes. Il n'y avait aucune fracture visible aux jambes. Il y avait de la terre sur ses habits, mais c'était surtout sur l'arrière de son pantalon, au niveau des fesses et des cuisses. Et il était à peine décoiffé. Les secouristes et les renforts policiers arrivent sur la route juste au-dessus. L'étape suivante, c'était de trouver le véhicule pour découvrir qui était à l'intérieur. J'ai suivi les débris de la camionnette. 200 mètres plus bas, Schilling et McClellan retrouvent le véhicule. Il était tellement endommagé qu'on n'arrivait pas à distinguer l'avant de l'arrière. La voiture était sur le toit et l'avant était tourné vers le haut de la pente. J'ai ouvert la portière et j'ai vu la passagère. Elle ne bougeait plus. J'ai essayé de la sortir du véhicule pour pouvoir lui prendre le pouls, mais pas de pouls. Ni au bras, ni à la carotide. C'était fini. La victime est Rinette Riella Bergna. L'homme qui a survécu est son mari, Peter. Ils sont d'Incline, un village huppé sur les bords du lac Tahoe, à quelques kilomètres de là. L'officier Schilling est remonté pour organiser l'enlèvement du corps et l'élitroyage de la camionnette. Un hélicoptère emmène Peter Bergna vers l'hôpital le plus proche. Alors que le corps de sa femme est désincarcéré, l'enquête sur les causes de ce tragique accident peut débuter. Quelle triste fin. Coincé dans une camionnette, une chute de plus de 200 mètres en pleine nuit, un vrai cauchemar. Dès le lendemain, au lever du soleil, on tente de faire la lumière sur ce terrible accident. Et dans cette affaire, on va aller de surprise en surprise. Cet accident a eu lieu tout en haut d'une montagne de 2500 mètres d'altitude. C'est comme si vous étiez sur le toit du monde. Plusieurs heures après avoir secouru Peter Bergna sur un versant de montagne près de Reno, dans le Nevada, les pompiers parviennent enfin à désincarcérer le corps de sa femme Rinette. On a contacté le légiste. On a placé son corps dans un sac et on est remonté jusqu'à la route. On a ensuite délimité la zone et on a fait des prélèvements et des photos pour l'enquête. 3 bidons d'essence vides sont découverts entre l'épave du véhicule et l'endroit où on a retrouvé Peter. On a commencé à chercher les indices habituels sur un accident de la route. Des traces de pneus résultant d'un freinage brusque, d'un dérapage. Toutes ces marques qu'on s'attend à trouver sur ce genre d'accident. Il n'y avait pas la moindre trace sur la route. C'était aussi simple que ça. On ignore pourquoi la voiture a franchi la barrière de sécurité et a foncé vers le précipice. Il n'y a pas eu de coup de volant, il n'y avait rien. Donc à ce moment-là, on avait pas mal de questions à poser à ce monsieur qui avait été évacué par hélicoptère.
Ça n'avait pas de sens. On aurait dit que le conducteur avait foncé directement dans la barrière de sécurité. Rien ne montrait qu'il y a eu un accident ou que la voiture avait été poussée dans cette direction. Ça devait être une erreur de pilotage. Alors que les enquêteurs passent la zone au peigne fin, ils reçoivent une visite inattendue. Ça faisait 2 heures qu'on enquêtait sur la zone et un véhicule s'est approché. Et qui est sorti du véhicule? Peter. Quelques heures plus tôt, il était allongé sur le sol et il se disait paralysé. Il ne pouvait plus bouger les jambes. J'étais surpris de le voir là, alors qu'il m'avait dit qu'il avait les jambes cassées et qu'il était blessé au dos. Et tout à coup, il avait l'air en pleine forme. Par miracle, Peter est sorti de l'accident pratiquement indemne. Il n'avait qu'une légère fracture à la cheville. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de louche. Ils interrogent Bergna pour comprendre ce qui s'est passé la veille. Je lui demande pourquoi il était là-haut et pourquoi le véhicule a franchi la barrière de sécurité. Il dit que dans la descente, il a essayé de freiner, mais les freins ont lâché. À ce moment-là, l'officier Schilling a posé la question qui était sur toutes les lèvres. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas mis un coup de volant dans l'autre direction. Et il s'est mis à remuer la tête et il m'a dit « C'est une bonne question ». Je lui ai demandé comment il était sorti du véhicule au moment de l'accident et il m'a dit qu'il avait été éjecté par la vitre du conducteur. Pendant que les enquêteurs cherchent de nouveaux indices, Peter reste là à surveiller leurs moindres faits et gestes. Il voulait savoir si j'avais trouvé son sac. Je lui ai demandé si c'était un sac de type banane et il m'a dit « Oui, vous l'avez trouvé dans la voiture ». J'étais stupéfait et j'ai dit « Je ne crois pas qu'on l'ait retrouvé ». La raison pour laquelle j'étais surpris, c'est qu'il n'a pas parlé de sa femme. Il n'a posé aucune question sur son état. Son corps était juste là, sur le bord de la route. Dans une housse mortuaire, on attendait de la confier au légiste. Il n'a montré aucune émotion, rien. On aurait dit qu'il passait dans le coin et posait des questions sur l'accident. C'était très déstabilisant. Je ne dirais pas que j'en ai tiré des conclusions, mais en tout cas, j'en ai eu la chair de poule. Je savais qu'il y aurait une enquête et un interrogatoire. Soit Peter Bergna a le mal des montagnes, soit il faut sérieusement se poser des questions. Les enquêteurs vont devoir suivre un chemin aussi tortueux et dangereux que la route qui serpente jusqu'au sommet du Mont Rose. Pendant les jours qui suivent l'accident qui a coûté la vie à Rinette Bergna, les enquêteurs interrogent à plusieurs reprises son mari Peter pour tenter de reconstituer l'accident. Et plus ils l'interrogent, plus ils doutent de sa version des faits. Une mort suspecte et un seul témoin. Pour faire la lumière sur ce prétendu accident, les policiers vont devoir enquêter sur le mode de vie des Bergna sur les rives du lac Tahoe. Le village d'Incline, là où vivait Peter Bergna, c'était une communauté réservée à la bourgeoisie et à la haute bourgeoisie. Des gens très riches qui pouvaient s'offrir des chalets, des belles voitures et des bateaux de luxe. Peter Bergna était expert en art pour une société de vente aux enchères. Il était plutôt doué pour son travail. Peter est le fils adoptif de Pat et Louise Bergna, un procureur reconnu aux États-Unis. Peter n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais quand il va goûter à l'argent, il ne pourra plus s'en passer. Peter était le genre de personne à se vanter d'avoir les meilleurs vins, les plus grands tableaux et les plus beaux meubles. Il avait beaucoup d'objets de valeur, beaucoup de meubles anciens. Il avait une grande collection d'art et une très belle cave à vin. Il achetait des bouteilles de vin à $100. Ce n'était pas pour le boire ou pour l'apprécier. Non, c'était juste pour en parler aux invités. Au moment de l'accident, Rinette et Peter sont mariés depuis 10 ans. Rinette était pharmacienne.
Elle a été présidente du groupement des pharmaciens du Nevada pendant 1 an et elle aimait son travail. C'était une excellente pharmacienne. C'est la sœur que tout le monde voudrait avoir. Elle était tendre et attentionnée. Elle se souvenait toujours de votre anniversaire de mariage, de toutes ces dates importantes. C'était une personne formidable. Hello, Peter. Come on, Peter. Oh. Is this dangerous? À une époque, à la fin des années 90, ils gagnaient à tous les deux plus de 200 000 $. Le couple aime voyager et Rinette plus particulièrement. L'endroit qu'elle préférait, c'était l'aéroport. C'était synonyme de voyage. Elle adorait voyager. Elle a toujours adoré ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle en a fait son métier. Elle a décidé de créer une agence de guide touristique. Rinette a pris un virage à 180 degrés dans sa carrière. Du jour au lendemain, elle a décidé qu'elle ne voulait plus être pharmacienne et qu'elle voulait devenir guide touristique. Le soir de l'accident, Rinette vient de rentrer d'un séjour de 6 semaines en Italie. Les enquêteurs s'intéressent à la conversation qu'aurait eue le couple en rentrant de l'aéroport. La première chose qu'il raconte, c'est qu'il se sent seul parce que sa femme est constamment à l'étranger et que ses voyages le rendent malheureux. Il parle constamment de son mariage, comme si sa femme avait uniquement été source de problèmes et de contrariétés. Il avait fait une liste des problèmes à régler avec sa femme. Le soir de l'accident, on retrouve dans sa poche une liste qu'il a intitulée « Accord pour améliorer notre mariage ». C'était une liste d'objectifs à atteindre, une sorte de contrat. Il y énumérait toutes ces choses qu'il voulait améliorer. Payer les factures à temps, aimer l'autre, faire l'amour plus souvent. Bergna suggère à sa femme une petite balade romantique. Bergna raconte à Beltron qu'ils ont pris la route sinueuse qui mène au sommet de la montagne et qu'ils se sont garés sur le parking de la station de ski. Bergna explique que le mont Slide est l'endroit idéal pour présenter sa liste à Rinette. C'est à cet endroit-là que Peter lui fait part de ses griefs. Peter lui propose alors autre chose. Bergna redémarre la camionnette et commence à redescendre la route du côté de la barrière de sécurité pour pouvoir profiter de la vue. Ça n'a aucun sens. Si vous commencez à descendre et que vos freins lâchent à cet endroit, je ne vois pas ce qui vous empêche de mettre un coup de volant vers la gauche. Un quart de tour de volant et vous vous écartez du précipice. Et au contraire, la camionnette est allée tout droit. Et ce n'est pas le seul problème dans le témoignage de Bergna. Après avoir dit aux enquêteurs que c'est un endroit où il va régulièrement avec sa femme pour profiter de la vue, il se contredit immédiatement. J'y suis déjà allé, je n'y suis jamais allé. On y va tout le temps, on n'y va jamais. Bergna raconte qu'en glissant sur la pente, il essaie de repérer la camionnette ou un incendie.
Quel incendie? Pourquoi chercher un incendie? C'est une de ses premières phrases qui m'ont rendu suspicieux. La police lui parle des 3 bidons d'essence retrouvés dans la pente. Tous étaient dévissés. Il y avait beaucoup d'essence, surtout le long de la pente. Les enquêteurs déterminent que l'essence provient de bidons ouverts placés dans la camionnette de Bergna. Pourquoi quelqu'un mettrait dans son coffre des bidons d'essence ouverts? L'essence pouvait facilement s'en échapper. Il a dit qu'il avait 40 litres en plus parce qu'il comptait aller à un salon de la bijouterie à Las Vegas et qu'il ne voulait pas s'arrêter là-bas pour faire le plein. À ce moment-là de l'interrogatoire, un des policiers décide de piéger Peter Bergna. Il lui dit que quelqu'un a entendu tout ce qui a été dit dans la voiture. Le policier dit à Bergna qu'un gardien se trouvait sur le parking du Mont Slide. C'était du bidon, le piège classique. Il n'y avait aucun gardien, il n'y avait personne. Il voulait juste voir comment Bergna allait réagir. Et il tombe dans le piège. On aurait dit un boxeur qui venait d'encaisser un coup. Il ne se doutait absolument pas qu'il y avait quelqu'un. Ça l'a complètement déstabilisé. Bergna change alors subitement de sujet. Tout seul, tout seul, tout seul. On avait l'impression qu'il pleurait. Mais ça semblait forcé. Il prétendait pleurer, on l'entendait sangloter, mais il n'y avait aucune larme. Il n'a jamais versé une larme. Rien que ça, c'était étrange. Soit le veuf a déjà pleuré toutes les larmes de son corps, soit il cache un terrible secret. De nombreux soupçons planent sur lui. Mais s'il y a quelqu'un qui sait slalomer entre les ennuis, c'est bien Peter Bergna. Plusieurs semaines après la mort de Rinette Bergna, la police se demande toujours si ce qui s'est passé sur le Mont Slide était vraiment un accident. Les enquêteurs se penchent sur le mariage des Bergna. Ce qui me gênait vraiment, c'est qu'au fil du temps, il parlait de plus en plus mal à ma sœur en public. Il ne l'a jamais frappée, mais il la rabaissait constamment. Peter se prenait peut-être pour le roi du lac Tahoe. Mais pour sa belle famille, c'était un sale type, prétentieux et imbu de lui-même. Lors d'un dîner de Noël, il s'est levé de table en hurlant parce que Rinette avait mis le mauvais fromage dans les pâtes. Pas de doute, c'était tout sauf un mariage heureux. Pour moi, elle n'était pas heureuse de vivre là avec son mari. De plus en plus fréquemment, j'entendais Rinette et Peter se disputer. Cynthia raconte qu'un jour, alors que Rinette sortait de la maison, Peter aurait volontairement aspergé sa femme de neige. Peter a arrêté la déneigeuse juste à côté d'elle et il l'a visée en pleine tête. Elle en avait partout. Il aurait pu la blesser en faisant ça. Mais Rinette prenait toujours sa défense. Ma sœur ne voulait pas admettre que son mariage était un échec. Sa seule solution, quitter son métier de pharmacienne et devenir guide touristique à plein temps. Elle cherchait un moyen pour être constamment en déplacement. Les voyages, c'était un moyen d'échapper à tous ces problèmes conjugaux. Pour cette catholique dévote, le divorce est exclu et le changement de carrière reste la seule possibilité. Mais Peter, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Peter n'a pas bien réagi au changement de carrière de Rinette. Tout d'abord, il n'aimait pas la diminution de salaire, il aimait l'argent et il voulait conserver son train de vie. Mais le problème, c'est que Rinette gagne beaucoup moins d'argent. Il voulait une maison au bord du lac. Là où il voulait vivre, c'était vraiment au bord de l'eau. Il vivait un peu plus haut sur la colline. C'était une très belle maison, mais ce n'était pas la maison la plus luxueuse.
Peter a de la chance. Avec l'accident, l'assurance vie lui rapporte 250 000 $. La maison de ses rêves devient soudain à sa portée. Il y avait un bonus de 200 000 $ en cas de mort accidentelle. Donc rien qu'avec l'assurance, la mort de Reinette lui a rapporté près d'1 demi-million. Bergna touche l'argent de l'indemnisation quelques mois après la mort de Reinette. Et il ne perd pas de temps pour le dépenser. Il a acheté une voiture neuve pour sa secrétaire, je crois. Et il s'est payé une camionnette, des voyages et une collection de vins. Mais une des acquisitions de Peter est encore plus étrange. Il rachète exactement le même modèle de véhicule que celui dans lequel Reinette a perdu la vie. La fidélité à une marque est une chose, mais là, c'est plutôt osé de sa part. C'était à peine croyable. Si vous venez de perdre votre épouse dans un accident de voiture, est-ce que vous rachèteriez le même modèle? Et c'est ce qu'il a fait. Et l'indemnisation de l'assurance vie de sa femme n'est pas la seule chose que va recevoir Bergna. En plus de l'assurance, Reinette devait hériter avec ses frères 2 terrains sur la propriété familiale. La part de Reinette dans la propriété familiale des Riella en Californie centrale est évaluée à 250 000 $. Il voulait toujours plus d'argent. Peter ne lâchait plus sa belle famille. Il voulait cet argent. Il m'a dit qu'il serait désormais privé des revenus de ma sœur et qu'il fallait qu'on lui donne un maximum d'argent. C'est horrible d'entendre une chose pareille. Et on se retrouve avec 2 possibilités. Soit on le paye, soit on le prend comme partenaire. Alors on l'a payé. C'était une vraie torture. Les frères Riella finissent par lui rédiger un chèque de 275 000 $. La famille Riella a eu l'impression que cet argent était le prix du sang de Reinette. Vous vous dites, ce type a tué ma sœur. Et il va falloir faire des affaires avec lui. Jusqu'à ma mort, je n'oublierai jamais ce moment-là. Je n'avais plus aucun doute. C'est là que j'ai su qu'il avait tué ma sœur. Fin 1998, presque 5 mois après la mort suspecte de Reinette Bergna, son mari Peter est le suspect numéro 1. L'ancien bon vivant est maintenant le paria du village d'Incline. Au village, on voyait Peter comme quelqu'un capable de tuer sa propre femme et de faire passer ça pour un accident. Il ne parlait jamais de Reinette avec tristesse, ou comme s'il portait le deuil d'une personne qu'il aimait. Non seulement il était impliqué dans cet accident douteux, ce qui fait que toute la ville se méfiait de lui, mais en plus, il n'avait jamais paru triste ou en deuil. Beaucoup de gens en ville le surnommaient l'O.J. Simpson d'Incline. Avec ses plages privées et ses parcours de golf somptueux, le village d'Incline dispose d'une réputation irréprochable. Une réputation qu'un assassin présumé est en train de ternir. Bergna commence à se sentir observé dès qu'il sort de chez lui. Il sait qu'il est temps de quitter la ville. Il est parti à Seattle. C'est là qu'il était à l'université. Et là-bas, il a repris son activité d'expert en art. Bergna a une nouvelle vie et une nouvelle petite amie. Pendant ce temps, l'enquête sur la mort de Reinette est dans l'impasse. C'était très frustrant pour moi de voir que la police ne l'avait toujours pas arrêté. Le problème, c'est qu'ils ont très peu de preuves. Ils n'ont aucun témoin et l'expertise médico-légale n'a rien donné. Et bien sûr, il n'a fait aucun aveu. Mais les enquêteurs n'abandonnent pas. On a essayé d'accumuler des preuves pour pouvoir dire il y a le Peter Bergna que les gens connaissent et il y a un autre Peter Bergna. Il visionne à nouveau ses interrogatoires et de nouvelles incohérences apparaissent.
Peter a été son pire ennemi lors des interrogatoires. Surtout lorsqu'il se met à défendre son mariage. Plus d'une fois, il a déclaré « Je n'ai jamais trompé ma femme, je ne vais jamais dans les bars. Je suis fidèle, je ne l'ai jamais trompé. En tout cas, il a essayé. » Les enquêteurs découvrent qu'avant même la mort de sa femme, Peter avait déjà l'œil qui traînait. Il me faisait peur. Il restait là au bout de son allée et il nous regardait, mes amis et moi, pendant qu'on était dans le jacuzzi. Et on était vraiment mal à l'aise. Et ce n'est pas la seule fois où Cynthia a l'impression que Peter est en chasse. Il est venu me dire « Votre mari est souvent en déplacement. » Je ne savais pas s'il voulait me tuer ou me mettre dans son lit. C'était sur un ton à la fois dragueur et menaçant. Les enquêteurs découvrent que Peter était à une fête la veille de la mort de Rynette. Il m'a dit que sa femme était en Europe, qu'elle rentrait le lendemain et qu'elle était partie pendant 6 semaines. Bergna fait des avances à une amie de Judy. Elle n'était pas rassurée. Elle m'a dit « Débarrasse-moi de ce mec. Il n'arrête pas de me plotter. Il ne veut pas me lâcher. » Mais Bergna persiste. Il lui a demandé si elle voulait venir chez lui ou s'il pouvait la ramener. Elle a refusé. Les enquêteurs ont découvert qu'après l'accident, Peter a très vite essayé de relancer sa vie amoureuse et qu'il avait même commencé avant l'accident. Il avait dragué des banquières rencontrées dans le cadre de son travail. Il n'a pas tardé à ramener des femmes à son domicile. C'était vraiment dans les mois qui ont suivi la mort de Rynette. Il a invité une femme dans son jacuzzi. Il m'a enlacée et je l'ai repoussé. Et il a recommencé et il a essayé de toucher mon sein gauche. À ce moment-là, j'ai paniqué et je lui ai dit que je devais rentrer chez moi. J'étais terrifiée. Quand il m'a enlacée, j'ai cru qu'il n'allait jamais s'arrêter. Et il avait ce regard méchant. C'était terrifiant. Merci, mon Dieu. J'ai réussi à m'échapper. Ça a éveillé les soupçons de la police, parce qu'il n'y avait rien qui ressemblait à un deuil. Il s'est mis à draguer seulement quelques semaines après l'accident. Mais être lubrique et impatient ne fait pas de vous un meurtrier. À la recherche de nouvelles pistes, les enquêteurs examinent à nouveau les preuves retrouvées sur les lieux du crime. Ils ont entièrement désossé la camionnette et ils n'ont rien trouvé. Le mécanicien n'a rien trouvé d'anormal sur le système de freinage. En reprenant le dossier de l'affaire, il s'arrête sur un indice laissé de côté. La casquette de Bergna, tombée juste à l'endroit où la camionnette a franchi la barrière de sécurité. Et cet indice soulève une question évidente. Comment la casquette a-t-elle fini sur la route alors que tout le reste est tombé dans le précipice? C'est la loi de Newton. Un objet reste en mouvement, sauf si une force s'exerce sur lui. Si vous allez à 30 km/h, que vous franchissez une barrière de sécurité et que votre casquette s'envole, la casquette va aussi à 30 km/h. Cette casquette n'a pas pu s'arrêter pendant que la voiture, Peter et sa femme tombaient dans le précipice. Le procureur en a conclu que Peter avait sauté de la voiture avant qu'elle ne franchisse la barrière. Et on a ressorti les vêtements que portait M. Bergna ce soir-là. Le côté de ses tennis était déchiré, et à cet endroit-là, il y avait un résidu noir. Et j'ai dit, c'est de l'asphalte, on dirait de l'asphalte. Les chaussures sont envoyées dans un laboratoire pour analyse. Et c'était bien de l'asphalte, le même asphalte que celui de la route en haut de la montagne. L'asphalte s'arrête à la barrière de sécurité. Et ça, c'était capital, parce qu'il ne pouvait pas y avoir d'asphalte sur ses chaussures s'il avait été éjecté sur le flanc de la montagne. Les policiers se sont dit, il a sauté de la camionnette, il a éraflé ses tennis sur la route et s'est blessé à la cheville, et le véhicule a continué sans lui. Avec cette paire de tennis,
Les procureurs pensent avoir assez d'indices pour coincer Peter Bergna. Ils avaient deux éléments essentiels, les déclarations de Peter, remplies d'arrogance, de propos condescendants et d'explications peu plausibles, et aussi toutes ces preuves indirectes. Avec ça, ils avaient un dossier solide. En 2000, plus de 2 ans après l'accident, les procureurs inculpent Peter Bergna du meurtre de sa femme, Rinette. Je lui ai dit « Bonjour, monsieur Bergna, vous vous souvenez de moi ?» Il m'a dit « Oui, je sais pourquoi vous êtes là. » Et on l'a arrêté. La version de Peter Bergna défie les lois de la physique et celles du Nevada. L'affaire semble entendue. Mais ce fils de procureur sait s'y prendre pour troubler un jury. Et il est loin de s'avouer vaincu. En mai 2002, 4 ans après l'accident, Peter Bergna doit braver l'orage dans une salle d'audience de Reno, dans le Nevada. L'accusation a accumulé les preuves contre Bergna, mais ce ne sont que des preuves imparfaites. I woke up, I looked for a fire. He looked for a fire because that was what he was hoping would happen, folks. He was hoping these open leaking gas cans would have exploded and ignited that car. Même s'il n'est pas prévu d'appeler Peter à la barre, l'accusation va utiliser ses propres mots contre lui-même. Il n'est jamais venu à la barre, mais lors du procès, on a entendu plusieurs fois son appel aux urgences. Ce sont ses propres mots qui ont coulé Peter. Il a été son pire témoin à charge. On n'y voit rien à cet endroit-là. Il n'y a pas la moindre lumière. Vous glissez sur une pente à l'aveuglette et vous allez sortir un téléphone pendant votre glissade. Imaginez l'agilité qu'il faut pour composer un numéro, même si c'est un numéro aussi simple que celui des secours, tout en dévalant la pente. Comment avait-il toujours son téléphone? Ça paraît impossible. C'était ridicule. L'accusation soutient que ce coup de fil aux urgences est une mise en scène bien huilée. Il a fait traîner les choses pour s'assurer qu'elle soit morte. Il les a baladés pendant 15 ou 20 minutes avant qu'il n'arrive à le trouver. Il savait bien où il était. Il connaissait parfaitement l'endroit. Il vit dans le coin. Personne n'oserait faire ça à un animal, et il a fait ça à ma sœur. C'est terrible de repenser à ça. Pour ceux qui suivent le procès, ça ne fait aucun doute. Peter Bergna est coupable. Mais avec son visage triste et son élégant costume noir, il essaie de se donner une image sympathique et bienveillante. Et il lui suffit qu'un des jurés tombe dans le panneau. À mon avis, le plus gros problème de la défense, c'est l'ampleur des moyens qui ont été mis en œuvre. Ils ont essayé de décortiquer chaque étape de cet accident de voiture. La défense dépense des milliers de dollars en reconstitution 3D. Mais pour beaucoup, tout cela n'est que poudre aux yeux. Ça n'avait aucun sens. Il aurait fallu qu'il mette un grand coup de volant vers la droite tout en accélérant, qu'il traverse la barrière de sécurité et qu'il soit soudain éjecté de la voiture. 3 experts sont venus reconstituer le moment où Bergna aurait été éjecté de la voiture. Et toute la salle s'est dit que ça n'avait aucun sens. No branches, no twigs, no leaves, and very, very little dirt that these people noticed on a person that supposedly got ejected out the window and rolled uncontrollably down the hillside. L'accusation soutient que chacun des actes de Bergna était consciencieusement planifié.
Il avait clairement prévu d'aller chercher sa femme à l'aéroport, de l'emmener en haut de la montagne et de tout faire pour que la mort de Rynette ait l'air accidentelle. Pour l'accusation, Bergna a sauté de son véhicule alors qu'il fonçait vers la barrière et que Rynette était coincée à l'intérieur. J'espère qu'elle dormait, ou qu'elle était assommée, ou évanouie, mais je ne veux même pas y penser. Je ne veux même pas penser qu'avant de l'avoir tuée, il lui ait fait quelque chose d'autre. Il a pu se passer des tas de choses là-haut. Il n'y avait que deux, et elle est morte. Il n'y a que lui qui sait. Après 8 semaines de procès et 2 jours de délibération, le jury est prêt à rendre son verdict. We, the jury, in the above entitled matter, find the defendant, Peter Matthew Bergna, guilty of murder. Si je devais décrire ce moment, on parle souvent d'un poids qui s'envole de la poitrine. Et on éprouve vraiment ça. Je n'ai jamais ressenti une chose pareille. À l'automne 2002, Peter Bergna revient au tribunal pour la sentence. À mon avis, il n'a aucun remords. Il s'est convaincu de n'avoir rien fait. À chaque fois qu'on repense à notre sœur, au bon moment, au mauvais moment, on finit toujours par penser à sa mort. On finit toujours par penser à ce qui s'est passé ce 1er juin. Tous les 1er juin, je vais déposer des fleurs là-bas. Je ne fais ça pour personne d'autre. Je crois qu'elle le mérite. Il voulait tout contrôler, et c'est ça qui le rendait si terrifiant. C'est ça qui l'a poussé au meurtre. Ce n'est pas l'amour, ni même la colère, mais cette volonté de contrôle. En apparence, c'était un type sympa. L'ami, le voisin qui garde vos enfants, mais en réalité, c'était un tueur sans pitié. Toute sa vie, Peter Bergna a souffert d'un complexe de supériorité et il pensait pouvoir réaliser le crime parfait. Mais il a fait du travail d'amateur. Aujourd'hui, le pompeux expert en art et énologue du dimanche boit de la mauvaise limonade dans un verre en plastique. Il y a quand même une justice. C'était Dominique Den. Merci de nous avoir suivis.